Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à Flask. Flask, c'est un micro-framework écrit en Python qui va nous permettre de développer assez efficacement des applications web. Avec cette série de tutoriels, on va couvrir un certain nombre de sujets qui portent sur le développement back-end. On va parler notamment d'opérations CRUD, d'authentification, de migration de bases de données, d'envoi d'emails, d'upload de fichiers, de génération de QR code, etc. Alors voilà l'application que l'on va construire ensemble. Il s'agit d'une application touristique où les utilisateurs vont pouvoir rechercher des visites guidées. Et à l'inverse, les guides vont pouvoir créer et partager leurs visites. On va commencer par une démonstration de l'application. On est sur la page d'accueil et on voit qu'on a un design qui est mobile first, donc optimisé pour les téléphones mobiles. Si on inspecte la page et qu'on se rend en vue mobile, on voit que on a un design qui est responsive. On pourrait changer l'appareil et on voit que les éléments s'affichent correctement en vue mobile. Si on revient en vue desktop, au niveau de la page d'accueil, on a d'abord un formulaire de recherche avec 3 champs. On a un premier champ pour la ville et si on commence à taper des caractères à l'intérieur de ce champ, on a des suggestions. On va mettre Paris. On pourrait également rechercher par la date ou bien par la catégorie. Dans notre exemple, on va laisser ces deux autres champs vides et on va uniquement rechercher par la ville avec Paris. On appuie sur le bouton Rechercher et on tombe sur une liste des visites qui se déroulent à Paris. En bas du listing, on a un système de pagination et donc on va pouvoir naviguer entre les différentes pages. Dans le coin supérieur droit de la page, on a également un bouton en position absolue et lorsque l'on clique sur ce bouton, on va scroller tout en bas de la page. Et on tombe sur une carte qui va nous offrir un autre moyen de visualiser les visites. Pour afficher la carte et les marqueurs, il va falloir utiliser un peu de JavaScript et on va recourir à une librairie qui s'appelle Leaflet. Si on clique sur les groupes de marqueurs, on va zoomer à l'intérieur de la carte et si on clique sur un marqueur en particulier, on va avoir un pop-up avec un lien vers la page de détail de la visite. En dessous de la carte, on retrouve le même formulaire que sur la page d'accueil pour rechercher des visites. Pour accéder aux détails, on pourrait donc cliquer sur le lien au niveau du pop-up ou bien autrement, on pourrait cliquer sur un des items de la liste. Alors c'est ce que l'on va faire, on clique sur un item de la liste et on tombe sur la page de détail d'une visite. Tout en haut de la page, on a un slider avec des images de la visite qui défilent automatiquement, mais on pourrait également faire défiler les images manuellement. En dessous du slider, on a le nom de la visite, les informations pratiques avec la catégorie, la date, le prix, la durée et les langues proposées. Et à droite, on a la description. En dessous, on va avoir la personne qui a créé la visite avec sa photo de profil. Et tout en bas de la page, on tombe à nouveau sur une carte avec cette fois-ci un seul marqueur et un pop-up qui affiche l'adresse du point de rendez-vous de la visite. Dans le coin supérieur droit, on a à nouveau un bouton en position absolue, et lorsque on clique sur ce bouton, on a une fenêtre modale qui s'ouvre, avec à l'intérieur un QR code que l'on peut télécharger, et qui va nous permettre de partager la visite, puisque le QR code va pointer vers l'URL de la page de détail. Si on retourne sur la page d'accueil, alors pour ça on peut utiliser le footer, on a un bouton accueil. En dessous du formulaire de recherche, on va avoir un autre slider avec les 5 prochaines visites. Les visites vont défiler automatiquement, mais on pourrait également les faire défiler manuellement. Si on clique sur un item, on tombe à nouveau sur la page de détail d'une visite. Et si on retourne une nouvelle fois sur la page d'accueil, en dessous du slider,
on va avoir des listes de catégories. Donc on a ce dernier moyen de recherche. On va pouvoir par exemple cliquer sur sortie culturelle et dans ce cas on tombe sur un listing qui contient toutes les visites de la catégorie sortie culturelle. Et on le voit au niveau de l'URL puisqu'on a un paramètre catégorie avec une valeur qui est fixée à culture. Alors maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la partie réservée au guide. Pour ça, au niveau du footer, on a un bouton pour naviguer vers le profil. Si on clique sur ce bouton, on voit qu'on a une notification qui nous dit qu'on doit être connecté pour accéder au profil. Et donc, on a été redirigé vers la page de connexion. Ici, on pourrait rentrer notre email et notre mot de passe. On a également une case que l'on peut cocher pour sauvegarder la session dans le navigateur. Comme ça, lorsque on ferme et qu'on réouvre le navigateur, on reste connecté pendant un certain temps. Et puis au bout d'un moment, la session va finir par expirer. Autrement, on pourrait également récupérer notre mot de passe. Pour ça, on vient renseigner son adresse email et on va pouvoir modifier notre mot de passe. Donc il va falloir trouver un moyen avec notre application pour envoyer des emails à l'utilisateur. Alors dans notre exemple, ce que l'on va faire, c'est qu'on va plutôt créer un compte. On va renseigner un nom d'utilisateur. En dessous, on va venir coller la biographie. On pourrait éventuellement rajouter une photo de profil, même si ce champ n'est pas obligatoire, on va le laisser vide. En dessous, on va mettre une adresse email et on va mettre le mot de passe. Alors volontairement, je vais mettre deux mots de passe qui sont différents. On va essayer de créer le compte et on voit qu'on a une notification d'erreur. Donc on a un système de validation pour les différents champs. Alors cette fois-ci, on va remettre deux mots de passe identiques. Et à nouveau, on va appuyer sur le bouton pour créer le compte. Cette fois-ci, ça a fonctionné. On tombe sur notre profil avec nos informations. On a la photo de profil par défaut. On pourrait se déconnecter ou bien supprimer notre compte. Et en dessous, on a notre liste de visites qui pour l'instant est vide. Alors justement, on va ajouter une visite. On va l'appeler Mystère et légende de Paris. Juste en dessous, on va venir coller la description de la visite. Au niveau de la ville, on va mettre Paris. Le point de rendez-vous, on va mettre place de l'hôtel de ville à Paris. Pour la date, on va mettre par exemple demain. Au niveau de la catégorie, on va mettre sortie culturelle. Et au niveau des langues, on va pouvoir mettre français, anglais, espagnol. Pour la durée, on va mettre 3 heures. Et au niveau du prix, on va mettre 80 €. Et on va pouvoir rajouter 3 photos pour illustrer notre visite. On peut renseigner jusqu'à 5 photos par visite et on va créer la visite. On voit avec la notification que notre visite a bien été ajoutée. Si on retourne dans le profil, au niveau de la liste des visites, on retrouve notre visite. Et si on clique dessus, puisque on est l'auteur de cette visite, en bas de la page, on va avoir accès à deux nouveaux boutons, un premier pour supprimer la visite et un deuxième pour modifier la visite. Si on clique sur modifier, on tombe à nouveau sur un formulaire qui va être pré-rempli et on pourrait comme ça par exemple supprimer une photo, rajouter des langues, bien modifier par exemple la catégorie de la visite. On va valider les modifications et on tombe à nouveau sur la page de détail, sauf que cette fois-ci on n'a plus que deux photos, on a deux nouveaux langages et la catégorie a été modifiée. Et enfin, dernière fonctionnalité intéressante pour cette application, puisqu'il s'agit d'une application touristique, on va prendre en charge la gestion des langues. Alors pour ça, j'utilise avec Firefox
une extension qui permet de modifier la langue par défaut. Ici, on va venir mettre par exemple portugais du Brésil, et on voit que quand on change la langue par défaut du navigateur, eh bien, on a instantanément la traduction de la page. Même au niveau du formatage des dates, tout a été traduit en portugais du Brésil. On pourrait faire un deuxième essai. On va mettre par exemple italien. Et dans ce cas, la page a été traduite en italien. Voilà, c'est à peu près tout pour les fonctionnalités de cette application. Alors sans plus attendre, on va tout de suite se rendre dans VS Code pour démarrer le projet. Ok, c'est parti, on est dans VS Code. On est dans un dossier vierge qui s'appelle série Flask. On va fermer cette fenêtre et on va ouvrir un terminal. Alors la première chose que l'on va faire, c'est créer un dépôt Git pour conserver la trace des changements que l'on va effectuer au fur et à mesure dans notre application. Pour ça, on exécute la commande git init et ça va créer un dépôt. Et en plus, on va pouvoir pusher au fur et à mesure le code sur GitHub, comme ça vous pourrez récupérer le code. Ensuite, on va créer un environnement virtuel pour Python. On va venir exécuter le module venv et on va appeler notre environnement virtuel virtual par exemple. On exécute et ça va créer une instance séparée de Python dans laquelle on va pouvoir installer nos dépendances pour ce projet. On voit que on a un dossier virtual qui est en train de se créer. À l'intérieur de ce dossier, on a un dossier script avec une commande activate. Alors on va se rendre dans le dossier script et on va exécuter la commande activate. Et on a désormais notre environnement virtuel qui est actif. On a la mention virtual avant le nom du chemin. On va pouvoir revenir à la racine. Et maintenant, on va installer Flask dans notre environnement virtuel. Pour ça, on utilise pip install Flask. Et si on regarde dans le dossier lib, on voit qu'on a toutes les dépendances liées à Flask qui sont en train d'être installées dans notre environnement virtuel. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que on va venir coller quelques fichiers pour démarrer l'application. On a deux nouveaux dossiers et également un fichier Markdown. Alors on va commencer par aller regarder le fichier Markdown. C'est simplement un fichier README qui va nous servir pour présenter l'application sur la page GitHub. Donc on a quelques informations sur l'application, notamment les technologies que l'on va utiliser. Et surtout, on va avoir les commandes qu'il faut exécuter pour démarrer le projet sur son ordinateur local. Ensuite, on va aller regarder le dossier fake data. On a à l'intérieur des fichiers JSON avec des données. On peut aller regarder les données pour les guides. Et on va pouvoir utiliser ces données pour peupler notre base de données. On va avoir la même chose pour les visites. Toujours des données au format JSON. Et on va pouvoir les exploiter pour tester l'application. Ensuite, on va pouvoir regarder le contenu du dossier template files. On a à l'intérieur des fichiers HTML, des fichiers de template qu'il va falloir intégrer dans notre application Flask. On peut regarder le contenu du fichier homepage par exemple, et on a le code HTML pour la page d'accueil. On peut regarder ce que ça donne dans le navigateur. On va copier le chemin du fichier, on va aller dans le navigateur, et voilà ce que ça donne. On a notre template HTML pour la page d'accueil avec des notifications d'exemples qui s'affichent. Et il va falloir intégrer tout ça dans notre application. On va retourner dans VS Code. Donc on a
des fichiers pour chaque page. On a également la feuille de style, donc le fichier CSS qui contient tout le style de notre application. De la même manière, on va également avoir un fichier JavaScript pour ajouter un peu de dynamisme à notre application. Et on va passer en revue le code ensemble au fur et à mesure. Ici, par exemple, on a le code pour les swipers. Juste en dessous, on a le code pour les notifications. Et on verra tout ça ensemble au fur et à mesure. Et à l'intérieur du dossier template files, on a également un sous-dossier image avec des assets que l'on va pouvoir utiliser pour notre application. On a des images, on a des icônes au format PNG, au format SVG, et on va pouvoir utiliser tout ça. Alors maintenant, on va pouvoir créer notre application Python. On va venir ajouter un fichier et on va l'appeler app.python. Comme on a installé Flask, on va pouvoir importer à partir de Flask le constructeur Flask. On va venir instancier le constructeur et en argument, on va passer la variable magique name. Ça va nous retourner un objet app que l'on va stocker dans une variable. Ensuite, on va s'assurer qu'on exécute bien le fichier app directement. Donc on regarde si la variable magique name équivaut à main. Et si c'est le cas, on va venir exécuter notre application avec la méthode run. Et comme on est en phase de développement, on va mettre debug à true. Alors pour l'exemple, on va pouvoir créer une première route. Pour ça, on utilise un décorateur. On va chercher la méthode route et on va aller sur slash. On va définir une fonction pour la page d'accueil que l'on va appeler home et on va retourner simplement du HTML. On va mettre un H1 et entre les deux balises, on va mettre page d'accueil. On sauvegarde et on va exécuter notre fichier avec Python. Et on voit qu'on a bien notre serveur qui est lancé sur localhost au niveau du port 5000. On peut ouvrir dans le navigateur et sur localhost au niveau du port 5000, sur slash, on tombe bien sur notre HTML avec page d'accueil. On va pouvoir créer d'autres routes. Par exemple, on pourrait créer une route auth register pour l'inscription. On va définir une fonction register et comme précédemment, pour l'instant, on va simplement retourner un H1 et à l'intérieur, on va mettre inscription. On pourrait faire la même chose pour le login. On va copier, on va juste changer le chemin. On va mettre login. Pour le nom de la fonction, on va mettre login. Et entre les balises, on va mettre connexion. On sauvegarde. Alors on a notre application qui a craché. On peut la relancer avec Python. Ou bien ce que l'on peut faire, c'est utiliser la commande flask run. Et ça va faire la même chose. Si on retourne dans le navigateur, on a toujours notre page d'accueil, mais on peut également maintenant visiter le chemin auth login et on tombe sur connexion. Et pareil, auth register, on tombe sur inscription. Donc tout fonctionne correctement. On retourne dans VS Code. Alors maintenant, on va pouvoir arrêter le serveur avec CTRL-C. Et ce que l'on va faire, c'est que on va geler les dépendances dans un fichier pour pouvoir lister les dépendances dans GitHub. Donc on utilise pip freeze et on va mettre ça dans un fichier requirements.txt. Et on a ici la liste des dépendances. Alors toujours à propos de Git, justement, on va créer un fichier git ignore et comme ça on va pouvoir exclure les dossiers, les fichiers que l'on ne veut pas rajouter dans le dépôt. On va exclure PyCache, qui est un dossier créé automatiquement par Python, et de la même manière, on va exclure également notre environnement virtuel. Et par contre, on va conserver les autres fichiers. Ensuite,
On va pouvoir se rendre dans le navigateur. On est sur GitHub, on va aller dans la liste des dépôts et on va créer un nouveau dépôt. On va l'appeler série Flask. Pour la description, on va laisser vide et on va pouvoir créer le nouveau dépôt. On a une liste de commandes. Alors on a déjà initialisé le dépôt, on a déjà créé le fichier README. Par contre, on va rajouter l'origine remote. Alors on va venir copier la commande et comme ça on va lier notre dépôt local au dépôt distant. On colle la commande et ensuite on va pouvoir créer une nouvelle branche pour mettre le code de cette première vidéo. On va l'appeler 01 setup. On est sur la nouvelle branche et maintenant on peut ajouter tous les fichiers et on va pouvoir faire un commit. Au niveau du message, on va mettre un descriptif, setup de l'application. Et maintenant, on va pusher les fichiers sur la branche 01 setup. Si on retourne maintenant dans le navigateur, on rafraîchit la page et on a notre branche 01 setup avec le code pour cette première vidéo. Et donc vous allez pouvoir récupérer le code. On a bien notre markdown et on a le code ici que l'on peut télécharger ou on peut copier l'URL et utiliser git clone. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette première vidéo. Alors je vous dis à bientôt pour la suite.